OK, alors c'est parti pour l'enregistrement. Ça enregistre à l'instant. Alors, donc, on a fait de la révision EK, EP. EK, c'est une demi-MV carré et c'est en lien avec la vitesse. Alors que EP, la formule c'est MGH et c'est en lien avec la hauteur. Plus un objet est haut, plus il emmagasine en lui de l'énergie potentielle. En fait, plus il emmagasine un potentiel d'avoir de la vitesse s'il tombe. Et on a parlé de l'énergie potentielle de rappel qu'on peut calculer avec une demi-kx carré, dans lequel le K, c'est la constante de rappel qui varie de ressort en ressort. Et le X, c'est l'allongement, l'étirement ou la compression, vous pouvez appeler ça de la manière que vous voulez, du ressort. Donc ça, obligatoirement, ça te prend un ressort. C'est obligatoire, hein? Sinon, tu oublies ça tout de suite. Donc, ça te prend un ressort. Et le travail, on calcule le travail en faisant la force parallèle au mouvement multipliée par la distance du mouvement. Prenons un exemple. Je prends une balle et je la monte d'une hauteur de 10 mètres. Supposons que la balle a 1 kg. Je la monte d'une hauteur de 10 mètres. Quelle énergie potentielle cette balle aura-t-elle? Ben, MGH, donc 1 kg fois 9,8 fois 10 mètres. La balle aura une hauteur, aura une énergie potentielle de 98 joules. Ça veut donc dire, quand elle sera rendue en haut, ça veut donc dire que j'ai effectué un travail de 98 jours pour l'amener là. Et j'aurais pu calculer ce travail-là parce que j'ai la force pour la monter. Hein, si je la monte à vitesse constante, prenons pour exemple que je la monte à vitesse constante. Bien, pour la monter à vitesse constante, il faut que ma force parallèle, ou plus spécifiquement dans ce cas-ci, ma force vers le haut, soit égale à ma force gravitationnelle. Hein. Ça me créerait une situation d'équilibre. Donc, ma force vers le haut, c'est égal à Fg, donc 9,8 newtons, fois la distance, fois 10 mètres, 98 joules. Je dépense 98 joules pour monter ça. Donc, le travail, c'est la quantité d'énergie dépensée sur une certaine distance. Est-ce que ça va pour ces notions-là? Monsieur, moi j'ai une question. Euh, Mazabako? oui, ma question c'était le travail, est-ce que ça équivaut comme pas la force résultante, mais l'énergie résultante de tout le Oui. problème? Ok, Donc, en fait, merci. vous voulez dire le travail, est-ce que ça reflète? Ouais. L'énergie résultante, oui, ça a du sens, je te dirais. En fait, le travail, on va souvent le représenter comme étant la différence d'énergie entre deux endroits. C'est que si ton objet commence avec une certaine quantité d'énergie et finit avec une plus grande quantité d'énergie, supposons, mais c'est la différence d'énergie. Là, il faut prendre en considération que dans ce cas-là, des fois, il y a du frottement aussi. Et le frottement, dans la réalité, c'est le travail du frottement, c'est une forme d'énergie. Quand il y a frottement, il y a dégagement de chaleur. Dans les faits, le frottement, ça dégage de l'énergie thermique. Fait que ça aussi, ça rentrerait dans ton équation de différence d'énergie. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie-là? Parce que j'avais pas l'intention de passer énormément de temps là-dessus. Fait que j'irais à la force centripète et la force gravitationnelle si jamais vous n'avez pas d'autres questions. Mazek alors. J'ai une question par rapport à l'énergie mécanique. Est-ce qu'il y a un rapport avec le travail?
Ouais, dans le fond, ici, tu pourrais avoir énergie mécanique et énergie mécanique. C'est la différence d'énergie. L'énergie mécanique, c'est toute l'énergie qu'il y a là, puis toute l'énergie qu'il y a là. Et le travail, c'est la différence entre ces énergies-là. Ok, c'est bon, merci. De rien. Pas d'autres questions? Ah oui, désolé, j'ai une autre question. Allez-y. Euh, le frottement, il faut l'additionner quand on fait le calcul, c'est ça? Il ne faut pas le soustraire. Ça dépend de ta situation. OK. Donc, si ça recule, faut que je le soustrais ou je l'additionne? Mais mettons que à chaque fois que tu te bats contre le frottement, tu sais, dans ce cas-ci, tu pousses ton objet par là, ton frottement va aller par ici, tu vas l'additionner à la quantité d'énergie qu'il faut que tu donnes. Sauf que si je te donne, si je te donne des étapes intermédiaires, ou je te donne le final, puis je te demande des étapes intermédiaires, ben là, ça se peut que le chemin soit l'inverse. Je sais pas si c'est clair. Euh, Pas ben, tant. plus ou moins. Ouais, plus ou OK. moins. Euh, dans le fond, tu vas toujours te battre contre le frottement. C'est que si je te demande le travail total, oui, tu vas l'additionner, ce frottement-là, au travail qu'il a fallu que tu fasses ici. Ça va jusque-là? Ouais. Mais si je te donne le travail qu'il a fallu que tu fasses là, puis que je te demande, je sais pas moi, quelle était la vitesse ici, la vitesse de départ, ben là, ça se peut que tu ailles faire une soustraction. Ah, OK, OK, ouais, je comprends. OK, c'est bon, merci. Rien. Monsieur Duruisseau. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, ouais. Je veux, genre, pourriez-vous remonter juste en haut, s'il vous plaît? Genre, là, Ça, vous avez mis, genre, les trois. ça. Ouais, genre, f- quand vous dites énergie potentielle de rappel, Ouais, genre, tu sais, bon, le cas, on sait que c'est la constante, ouais, puis ça, c'est propre à chaque objet. Mais ouais. je comprends pas comment, genre, comment vous avez écrit ça, genre, pour le X, genre, comment on le détermine par Et rapport suppose que tu as. à quel stade d'un ressort? Parce que techniquement, le ressort, il peut avoir la grandeur que tu veux, dépendamment de comment tu l'étires. Est-ce que c'est par rapport au repos ou par Ouais, rapport c'est au par rapport moment au où... repos. Tu sais, prends Ok, un élastique dans tes mains, là, il y a une grandeur au repos, cet élastique-là. ouais. OK. Ben là, si tu l'étires, l'élastique, là, c'est le même symbole, soit du temps passant pour le ressort plastique. Si tu l'étires, ben ça ici, c'est l'étirement. Mhm, ouais. OK? Et si tu le compresses, ben avec un ressort, c'est pas intéressant de le compresser. Mais avec un élastique, c'est pas intéressant de le compresser parce que c'est mou. Mhm. Mais avec un ressort, oui. Mais ça, c'est la compression. C'est vraiment la distance entre le repos et la position étirée. Pas sûr de comprendre. Pourriez-vous OK. réexpliquer? Euh, prends un ressort, mais laisse à table, ça donne une longueur. Ben ouais, genre au repos, là. Ouais. Là, étire-le, ça donne une deuxième longueur. Vous parlez de la différence entre la longueur Non, non, initiale et non, la non. longueur finale? Ton ressort, il est sur ta table. Ouais. Il y a une longueur. Mhm. Mettons 15 centimètres. Là, tu le prends et tu l'étires. Ouais. Il est rendu à, mettons, 17 centimètres. Ben, c'est quoi l'étirement? C'est 2 Les deux. centimètres. Ok, c'est ça, c'est la différence entre le truc final et le truc initial. Ouais. La Ok, position étirée puis le repos. donc, dans une formule, le X, c'est, disons, la différence entre l'étirement final et l'étirement initial. C'est ça? Oui. Ok, merci. OK, mademoiselle Lamarche. Euh,
ce que M. Morin vous dit, c'est vrai. L'autre facteur, c'est le frottement. C'est que, mettons que tu as. Il y a un problème qui ressemble à ça dans Didacti. C'est que tu as une énergie mécanique de départ parce que tu as une certaine hauteur. Et tu as du frottement pendant que tu descends une piste de ski puis que tu remontes tout le long. Ben, à la fin, ton énergie mécanique va être plus petite parce que tu as perdu de l'énergie qui s'est déplacée, elle, sous la forme d'énergie thermique. Est-ce que ça vous est clair? Ouais, c'est bon, merci. De rien. Monsieur Petrazzoli. Moi, je veux juste savoir si c'était. Il faut savoir c'est quoi l'énergie thermique. Ben, genre, comment l'appliquer. Non, mais dans. Non. Ben, pas à l'examen, mais tu pourrais. Là. Ouais, juste savoir ce que ça va être à l'examen. Non, mais tu pourrais parce que tu as toutes les infos pour le faire. En fait, tu as toutes les compétences pour le faire. Tu sais, mettons que tu l'as, la quantité d'énergie thermique. Tu peux faire Q est égal à MC delta T. Tu vois-tu, et là, vous savez que ça m'écoeure de dire ça, mais voyez-vous le lien entre la chimie et la physique ici? C'est du. Mais c'est pas à l'examen. Mais c'est intéressant de savoir que l'énergie thermique, au final, si, mettons, tu as la masse des skis et le C des skis, tu pourrais savoir la température du ski. Ok, merci. Correct. Mademoiselle Wadden. Est-ce que le delta X d'en haut, que je me souviens pas qui parlait de ça, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut être négatif si on Ça n'a le... aucun intérêt parce qu'il finit au carré. Ah, c'est vrai. Ouais, parfait. Merci. De rien. Monsieur Bilodeau? Merci, ce calendrier. Yes, c'est pas une question vraiment sur le numéro, mais est-ce qu'il va y avoir genre une feuille de formule comme officielle, genre sans erreur? Ben, je vous dirais la dernière que je vous ai envoyée est pas mal sa coche. Ouais? Ouais. Je suis assez confiant. C'est bon, merci. De rien. Personne d'autre. OK. Allons parler maintenant de force centripète et force centrifuge. En fait, de force centripète et de gravitation universelle. OK. Pour qu'un objet reste en rotation, et à cause de la première loi de Newton, on sait que les objets ont tendance à vouloir continuer leur mouvement en ligne droite et à la même vitesse. Évidemment, un objet qui rentre en rotation ne va pas en ligne droite. Là. J'espère que je t'apprends rien. Okay. L'objet est en rotation. Pour qu'il reste en rotation, il faut qu'il y ait une force qui tire l'objet vers le centre. Pourquoi vers le centre? Parce que mon objet, sa vitesse est par là-bas. Mais si en plus j'ai une accélération vers le centre, mon objet, il s'en va par là, dans la réalité. Même chose ici, il s'en va par là. Il y a une accélération vers le centre, il s'en va par là. Et ainsi de suite. Il fait un cercle. Alors, cette force-là vers le centre, en fait, cette accélération-là, l'accélération centripète, on peut trouver la force centripète en faisant masse multipliée par accélération centripète. Ça, c'est la deuxième loi de Newton. La première, c'est a tendance à continuer en ligne droite. La deuxième, c'est F égale ma. Parce que si force centripète est égale à masse pour accélération centripète, et ça explique chacune des trois formules de la force. Parce que l'accélération centripète, il y a trois possibilités. V carré sur R ou 4 pi carré R sur T carré ou 2 4 pi carré R sur T carré, 2 pi V sur T. Ben,
la force centripète, c'est la masse fois l'accélération centripète. Donc, M fois V carré sur R. Ou M fois 4 pi carré R sur T carré. Ou M fois 2 pi V sur T. C'est juste F égale MA qu'on a fait à ce moment-ci. Ça, c'est les formules. Maintenant, il y a 3 situations majeures. Allons voir la première. J'ai un véhicule qui veut prendre ce virage-là parfaitement circulaire, ce qui n'est vraiment pas le cas de mon dessin. Le véhicule a tendance à continuer en ligne droite. Il y a quelque chose qui le maintient dans le cercle. Qu'est-ce qui empêche le véhicule de continuer en ligne droite? Bien, c'est la force de frottement de vos pneus. Alors, dans ce cas-ci, la force de frottement de vos pneus, c'est la force centripète. La deuxième situation que vous avez faite en laboratoire, tu fais tourner quelque chose autour de ta tête. Qu'est-ce qui empêche que l'objet continue son mouvement et est frappé? Bien là, le mouvement est horizontal. Là, et est frappé, prenons un exemple, M. Lacombe, ou, je ne sais pas moi, un Bécher dans une classe quelconque. Qu'est-ce qui empêche ça? C'est le fait que vous tiriez sur la corde. Dans ce cas-ci, la tension dans la corde, c'est la force centripète. Et finalement, celle que vous avez vue le plus souvent, vous avez un objet en orbite autour d'une planète, supposons la Terre. Vous avez un objet en orbite autour de la Terre. Qu'est-ce qui empêche l'objet de s'en aller dans l'espace? Bien, c'est la gravité. Donc, dans ce cas-ci, la force centripète, c'est la force gravitationnelle. Oui, évidemment, M. Lacombe. J'avais plusieurs options de personnes. En fait, 83 options de personnes. Mais c'est fou que j'ai choisi de viser dans l'exemple 2. Ça fait 3 situations. Ici, dans la première, ben, il faut être capable d'aller calculer la force de frottement. Donc, la force de frottement, c'est mu, le coefficient de frottement, multiplié par la force perpendiculaire à la surface. Dans plusieurs cas, la force perpendiculaire à la surface, ce sera FG, mais pas systématiquement. Ça peut aussi être FG cos θ dans le cas où un bloc descend une pente. Okay, c'est celle-là ici. La tension dans la corde, ça, c'est assez typique. Là. Il n'y a pas 50 000 options que je peux vous donner. Là où ça devient plus intéressant, c'est ici, FC est égal à FG. Parce qu'on a appris plusieurs formules de FG. On a appelé FG est égal à la masse fois G, 9,8. Mais on a appris aussi récemment FG est égal à G, M sur R carré. Des fois, vous voyez D carré parce que dans les faits, c'est la distance entre deux objets qui le fait varier, mais quand l'objet est en rotation, la distance est toujours la même, puis c'est le rayon. Ce ne sera pas long, M. Durisseau, j'ai vu que vous aviez levé la main. Donc, FG, et là, regardez bien la petite manipulation mathématique que je vais faire. Je vais prendre le M ici, puis je vais l'envoyer devant. On va donner M fois GM sur R carré. Et là, je vais revenir copier ça ici, juste là. Regardez bien. FG, c'est égal à MG. Dans le cas de la Terre, là, tu prends la constante de gravitation universelle fois la masse de la Terre sur le rayon carré de la Terre. Qu'est-ce que ça donne? 9,8. Cette formule-là, cette grosse formule-là, qu'est-ce qu'elle te permet de calculer? Bien, la gravité de la Terre. FG, c'est que l'accélération gravitationnelle, c'est égal à G M sur R carré. Ça, là, c'est le A de F égale MA.
Monsieur Dubuisseau? Genre, je sais que vous venez de l'expliquer, mais genre, j'ai toujours pas compris pourquoi la petite masse, on la néglige dans une calcul, par exemple, d'accélération gravitationnelle. On la Genre, même si... néglige pas. Ben, c'est 1, disons. Mais... Non, pas nécessairement. On la néglige pas. On l'a envoyé devant. Moi, ce que je t'explique, c'est que quand tu prends G fois M majuscule sur R au carré, c'est le 9,8 de FG est égal à la masse fois 9,8. J'ai juste pris le M et je l'ai envoyé devant. Là, je ne l'ai pas négligé. Ok, ouais. C'est que, Gabin, mettons que je te dis quel est le poids. Le poids, ça se mesure en Newton. Hein? Ça dit 100%, on vous a expliqué ça en secondaire 2. Puis en 4. Le poids, si je te dis quel est le poids de quelqu'un qui fait 100 kg sur la Terre, tu vas faire FG est égal à MG. On est d'accord? Ouais. Donc, 100 fois 9,8, donc 9800 newtons. C'est bon? Ouais. Bien, si tu fais FG est égal à GMM sur R carré, donc 6,67 fois 10 à la moins 11 fois la masse de la Terre, 5,9736 fois 10 à la 24. Oups, 24. Fois 100 kg sur le rayon de la Terre, mètre, ça va te donner combien? 9800 newtons. Pourquoi ça va te donner 9800 newtons? Parce que ça ici, si tu le pitonnes sur ta calculatrice, ça ici, ça vaut 9,8. Le 9,8 de là, il vient de ce calcul-là. Bon, M. Morin, il m'obstine. Je suis quand même d'accord avec lui. C'est pas 9800, c'est 980. Est-ce que ça va, M. Duruisseau? Ouais, mais juste pour être sûr d'avoir compris, dans le fond, quand on... Ouais, non, attends, ça marche pas mon affaire, là. Ok, non, je pense que c'est correct, là. Ouais, c'est correct. Ben, tu reviendras au pire. Ouais. Ça va pour ça? Ça fait pas mal le tour de la théorie dans ce cas-ci. En fait, ce que vous devez être capable de savoir, c'est quelle situation, puis quand tu as un orbite, aller chercher ça là. Mademoiselle Andréou. Oui, en fait, ma question, moi, c'est vraiment, je veux juste confirmer avec vous que dans le cas d'une navette, par exemple, qui est en orbite autour d'une planète, on peut dire que l'accélération centripète est égale à la force gravitationnelle exercée par la planète. Ou non? Oui. Oui? Ben, attends. Que la force Est-ce- centripète est égale à la force gravitationnelle. Oui. Oui? Mais ça dépend aussi de Mais de la c'est pas distance. 9,8. Non, 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 non. C'est plus petit que 9,8 parce que tu t'es Oui, éloigné de la planète, c'est que le rayon est n'est plus grand. plus de 6 380 000. OK, oh non, je suis d'accord avec vous. OK, c'est bon. Good. C'est bon, merci. De rien. Monsieur Dadi. Juste savoir, le G majuscule, est-ce que c'est toujours, dans n'importe quelle situation, est-ce que c'est toujours celui de la Terre? Non, le G majuscule, c'est 6,67 fois 10 à la moins 11. Et ça, c'est vrai n'importe où dans l'univers. Ah, ok. Le 9,8 est vrai juste quand tu as les deux pieds sur la Terre. En fait, si tu montes l'Everest, le 9,8 est même plus vrai. Bon, tu vas quand même être réellement très, très proche. Mais c'est plus. Il a changé légèrement. Mais le 6,67 fois 10 à la moins 11, c'est vrai n'importe où dans l'univers. L'univers. Ok, d'accord, merci. Et aussi, j'avais une autre question sur ben, l'autre partie de la matière, de énergie. Ouais. Est-ce qu'il y a une formule où genre on devrait utiliser delta S, genre ou genre un temps? Non. Non. Il n'y a pas de puissance. C'est ça ta question. Ok, d'accord, merci. Monsieur Druisseau. Ouais, excusez-moi. Pourriez-vous Ah, ouais, retourner pas de stress. à la voiture, s'il vous plaît? Ah oui, je peux vraiment faire ce que je veux avec cette affaire-là. Gauche, droite, rapetisse,
aussi. C'est vraiment particulier. Ça que oui, je peux y aller. D'accord, ben, c'est parfait. Parce que c'est ça que j'aimerais. Ah, vous voulez que j'y aille? Ouais, s'il Je vous plaît. comprends. Je pensais que c'était juste une question sur ce que Ah, je pouvais faire avec la j'avais machine. pas été assez précis, c'est correct. Non. Ouais, vous voyez, vous avez fait un dessin comme, tu sais, le dessin classique avec le triangle pour trouver une force, de façon, genre par exemple FGX puis FGY. Ouais. Ben, ça, pouvez-vous le dessiner comme par rapport au véhicule, comme, tu sais, ou qui tourne? Parce que, Non. genre, on peut pas le Ben, dessiner dans une oui. situation pareille. Oui, ça pourrait arriver. Ouais. Ben, en fait, dans la vraie vie, c'est ça qui se passe, là. Parce que Ouais, c'est quand ça. tu tournes, là, moi, mettons, je regarde l'auto de dos. Quand tu tournes, il y a une pente dans ton auto. Ouais, Excuse, pas dans l'auto, évidemment. je sais pas, là. Mais toi, tu es là. Tu t'en vas comme tu rentres dans l'écran. Je suis pas capable de le dessiner en 3D. Pas sûr de Genre, ta comprendre. route est. Ah, Ah, ok, c'est pas ok. super. C'est Ok, bon? ouais. Ouais. C'est que ta route est penchée un peu. C'est que dans ce cas-ci, tu aurais FG. Puis ta force, elle serait. Ta force gravitationnelle, elle serait comme ça. C'est que la composante, elle serait comme ça. Puis là, tu aurais l'autre de même. C'est que ce serait L, FG, cos de l'angle qui est là. Techniquement, la force, c'est ça. Elle serait pas comme par exemple le dessin par en haut, on pourrait pas la Mais dessiner je pose dans le pas même ça comme sens. question, là. Ça serait vers le sol, c'est ça? Oui. Ok, fait que c'est un petit peu différent de comme par exemple si on veut le faire avec un objet qui descend une pente, par exemple. Oui. Ok. Ok. Ben, C'est dans bon. la vraie vie, c'est pour ça qu'on met une petite pente dans les courbes, hein? On met une pente dans les courbes pour augmenter ta force de friction. Puis, tu sais, pour déraper, il faudrait que tu remontes la côte en plus. Ça t'aide à bien tourner dans la vraie vie, mais tu n'as pas besoin de le calculer. Ok, donc c'est pas un truc de même qu'il y aura à l'examen. Non. C'est super intéressant à faire, mais non. Mais il y a un numéro là-dessus, je pense, dans le cahier blanc, de mémoire. Ok. Puis, ok, ben d'accord, ben j'ai toujours une question en lien avec ça. Mais genre, par exemple, si on prend le FG puis le FG cos que vous avez écrit en haut, comme Oui. pourquoi vous avez écrit les deux? C'est comme. Ben, parce que tu as plusieurs situations. Si tu as un Ok. objet qui est sur une surface plate, ta force perpendiculaire, c'est FG. Mais si tu as un objet qui descend de pente, ta force perpendiculaire à la surface, c'est L ici, c'est FG cos θ. Parce que ton FG, il n'est pas perpendiculaire à la surface. Ton angle là, puis là, c'est pas 90. Ok, là, donc la situation dont vous parlez pas de. Ok, techniquement, ok, disons par exemple qu'une voiture, elle va en rond, mais que le rond c'est une pente. Est-ce qu'il va y avoir des trucs de même à l'examen? Non. Ok, fait que ça se peut pas qu'on ait à combiner les deux ensemble. Non. Ok, d'accord. Mais je suis un peu déçu de mes questions d'examen. J'aurais dû y penser. OK, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Parce que moi, j'ai fini la théorie. Là, je suis prêt à répondre à vos questions. J'ai vu qu'il y avait une grosse conversation sur les constantes et M. Morin a très bien répondu. OK, Mademoiselle Lamarche. Ça va être Lamarche, Bouchaki, Bélanger. Ok, moi, c'est par rapport à une formule, par rapport au travail, ça disait qu'il fallait multiplier la force avec delta S puis cos, mais je comprends pas c'est dans quelle situation qu'on utilise ça. C'est vraiment juste dans une pente, mettons? Tu as un objet sur une surface plate, puis tu tires avec un angle. Fait que ton déplacement, il est horizontal. Fait que la force parallèle, c'est L. Donc, c'est F cos de l'angle multiplié par ton déplacement. Mais cette formule-là, dans les faits, je la mets parce que normalement, à l'examen de la FEP, quand il y en avait un, il la mettait. Ça que j'ai comme pris pour acquis de la mettre, mais moi, je préférerais que tu sois capable de le trouver ça, sans passer par la formule. Ok, c'est ça, ça revient au même que l'autre, que c'est la force parallèle fois la distance. Ouais, exact.
Ok, c'est bon, merci. De rien. Monsieur Bouchaki. Vous pouvez faire un numéro dur sur les ressorts? Oh oui. Vous avez un ressort dur qui a une constante de rappel, donc d'à peu près 3000 newtons par mètre. Regardez, Mlle Tremblay nous propose le 139 dans le cahier blanc, qui est quand même intéressant à ce niveau-là. On va aller faire lui parce que pour être clair, je n'ai pas d'inspiration rendu à cette heure-là. L'avez-vous? C'est bon, M. Bouchaki, on fait ça? Regardez, Ouais, le c'est bon. ressort. Ouais. OK. Vous avez comprimé un ressort de 0,33 mètres. Ça, c'est votre X. On place une masse de 3 kg en contact avec le ressort et on retire brusquement la main. Déterminez où tombera le bloc. Le coefficient de frottement est de 0,45. La constante de rappel du ressort est de 1000 newtons par mètre. Alors, la première chose, c'est que juste savoir, il y a combien d'énergie dans le ressort. Donc, quelle est son énergie potentielle de rappel? L'énergie potentielle de rappel, c'est égal à 1 demi kx carré. Donc, 1 demi fois 1000 fois 0,33 au carré. Je n'en ai aucune idée. Ce sera pas là. « 54,45 joules. Lorsqu'on va relâcher, ça va tout transformer ça en énergie cinétique. Le bloc, il va prendre la vitesse. Dans le moment, je ne suis pas intéressé à savoir quelle vitesse. Mais il va ralentir en passant sur cette plaque-là, sur laquelle il y a du frottement. Je peux trouver quel sera le travail du frottement. En sachant que le frottement, c'est la force perpendiculaire multipliée par le coefficient de frottement multiplié par la distance. OK, ça, c'est la force de frottement. Puis, force fois distance égale travail. Donc, dans notre cas, la force perpendiculaire, c'est FG. C'est 3 fois 9,8 fois le coefficient de frottement de 0,45 fois cette distance-là de 0,25. Le travail du frottement, c'est égal à 3,3075 joules. Ça veut donc dire que au départ, j'ai 54,45, mais il y a 3,3075 joules qui vont ralentir. En fait, c'est le travail, ça va ralentir le bloc et ça va partir en énergie thermique. Il va donc me rester au bout ici 54,45 moins 3,3075. Il va me rester. Excusez. Et ça, je vais l'appeler énergie cinétique 2. Mon énergie cinétique 2 va être égale à. Ça sera pas long. « 51,1425. Mon bloc va descendre ensuite d'1 mètre. Ça veut donc dire que durant ce mètre-là, j'ai de l'énergie potentielle qui va se transformer en énergie cinétique. Je peux donc aller savoir l'énergie cinétique 3 ici. Mais avant, je vais commencer par calculer mon énergie potentielle. Énergie potentielle, c'est égal à MGH. Donc, 3 fois 9,8 fois 1 mètre. Donc, 29,4. Ça veut donc dire que mon énergie cinétique 3 va être égale à 51,1425 plus 29,4. 80,5425 joules. À ce moment-là, mon objet a
80,5425 joules. Je peux aller trouver sa vitesse horizontale rendue là. Parce que énergie cinétique est égale à 1 demi mv carré. Donc, 80,5425 est égal à 1 demi fois 3 fois v carré. Donc, la vitesse qui est horizontale, hein, parce que dans le moment, il est sur un plan horizontal. Une vitesse de 7,32768 mètres par seconde. Et finalement, je vais utiliser MRUA. Je venais le faire juste à côté. Non, en dessous, ça va. Je vais aller utiliser MRUA pour savoir combien de temps ça prend pour tomber de 2 mètres. Et une fois que je vais avoir le temps de tomber de 2 mètres, je vais pouvoir faire vitesse horizontale. Alors, pour trouver le temps de 2 mètres, je sais que mon déplacement, c'est moins 2 mètres parce que c'est 2 mètres plus bas. A, c'est moins 9,8. Ma vitesse initiale verticale, hein? Verticale, c'est 0. Je peux donc faire delta x est égal à VI delta t plus 1 demi A delta t carré. Donc, moins 2 est égal à 1 demi parce que ça vaut 0. A, moins 9,8 fois delta t carré. Trouvez que mon delta t, c'est égal à 0,63887 secondes. Et donc, quelle distance horizontale est-ce que mon objet va parcourir? C'est sa vitesse horizontale. Sa vitesse horizontale, c'est 7,32768. Que son temps, c'est 0,63877. Mais je peux savoir que son déplacement, c'est delta x, c'est égal à VI delta t. Quatre virgule 681,487. C'est Yannick qui va prendre des photos, c'est le temps. Bon, ça, c'est un crunchy, ça, monsieur Bouchaki. Ok, ouais. Est-ce qu'on peut faire le premier numéro de ressort du cahier blanc? Non, non, pas le premier, attendez. Non, ben, je vais prendre M. Bélanger, M. Duruisseau, puis vous reviendrez. Bélanger! Ok. Est-ce que vous pouvez faire le numéro 18 des activités Challenge You pour ressort et force, s'il vous plaît? Attends, je n'ai pas devant moi, ça va me prendre un certain temps avant de me rendre. Un pendule de 1 kg oscille entre les positions R et T. Ouais. Un numéro B et C, s'il vous plaît. OK. Je vais le représenter pour ceux qui en ont besoin. Donc, vous avez un pendule de 1 kg qui se promène entre les positions T et R, et on sait que cette hauteur-là, c'est 0,1 m. Il y a pas de. La masse de la corde n'est pas importante, puis le frottement non plus est écrit dans la question. On veut savoir quelle est l'énergie cinétique en S. Bien, on sait que, on va prendre le point R comme exemple. Au point R, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique, mais au point R, la vitesse est égale à 0. C'est qu'énergie cinétique, 1 demi fois m fois 0, ça donne 0. Donc, au point A, l'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie potentielle, qui est égale à mgh. Donc,
1 fois 9,8 fois 0,1 mètre et on trouve 0,98 joules. Ça, c'était le A. Là, je sais que vous m'avez demandé BPC, mais on s'en vient. C'est que l'énergie potentielle au point R. Maintenant, on veut savoir l'énergie cinétique au point S. Bien, au point S, l'énergie cinétique, en fait, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique. Dans les faits, plus énergie potentielle, mais MGH avec un H qui vaut 0, M fois G fois 0, ça donne 0, ça vaut 0. Donc, l'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie cinétique. L'énergie mécanique, je la connais déjà, c'est la même dans tout le... C'est la même dans tout le problème. Donc, l'énergie cinétique, 0,98 joules. Et finalement, la vitesse au point S, ben, si j'ai une énergie cinétique qui est égale à 1 demi mv carré, donc 0,98 joules, c'est égal à 1 demi fois la masse de 1 kg fois v carré. Je peux trouver que V est égal à 1,4 mètres par seconde. C'est bon, M. Bélanger? Oui, merci. De rien. M. Petrazzoli. Moi, je veux juste savoir si il pourrait y avoir des liaisons avec les problèmes d'énergie mécanique puis les problèmes de ressort et non de force gravitationnelle et Non, j'en ai pas fait. ok, merci. Ouais. M. Bélanger, avez-vous encore une question? Vous avez oublié de baisser la main. Excellent. Mademoiselle Bocage. Oui, moi, dans le fond, c'est pour le numéro 139 qu'on venait de faire. Ouais. À l'étape énergie cinétique 3, pourquoi vous avez additionné l'énergie potentielle puis Ben parce que l'énergie potentielle, elle est ici. Hein? Elle est là. En descendant, l'objet, il va accumuler de la vitesse. C'est qu'il va avoir de l'énergie potentielle qui va se transformer en énergie cinétique. Ici, on le voit là. L'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. OK, c'est bon. Mais pourquoi vous l'additionnez puis Ben pas parce qu'à juste la la fin, donner? EK3, c'est quoi? Ben c'est l'énergie cinétique qu'il y a là, Ah, OK, OK, c'est bon. plus cette transformation-là. OK, merci. De rien. Mademoiselle Boutarfa. Est-ce qu'on pourrait faire le numéro 128 du cahier blanc? Hey, non, on ne le fait pas, celui-là. Je suis sûr qu'il y a une erreur dedans, puis je la trouve pas. Je suis désolé. Il y a quelque chose qui me dérange dans la notion que la force est séparée en deux. Il y a vraiment quelque chose qui m'accroche, c'est que non, je m'excuse. Je vais l'effacer, puis j'en reparlerai plus jamais pour l'année prochaine. Ok, c'est bon. Je suis désolé. Mais pour le reste, c'est vraiment le problème. Je la trouve pas, l'erreur. Il y a vraiment quelque chose qui me dérange. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Mademoiselle Boutarfa, vous avez une autre question? Oui, est-ce qu'on pourrait faire le numéro 138 du cahier blanc? Ouais. Sauf que là, il va falloir que j'efface. OK. Une balle de 2 kg lancée vers le haut d'un endroit situé à 20 mètres au-dessus de la surface de la Terre, suivant un angle de 60 degrés avec l'horizontale, à une vitesse de 20 mètres par seconde. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'objet est lancé à 20 mètres par seconde avec un angle de 60 degrés. C'est qu'il y a une vitesse initiale en Y et il y a une vitesse en X qui va rester la même tout le temps. On a vu MRUA, MRU, ça, on connaît ça.
C'est que je peux aller trouver la vitesse en X en faisant 20 cos de 60 et trouver que la vitesse en X, c'est 10 mètres par seconde. Et ça va être important, la vitesse en X. On verra pourquoi dans quelques instants. Je peux aller faire le 1. Quelle est l'énergie totale? L'énergie totale, on l'a appelée énergie mécanique. Hein? C'est égal à énergie potentielle plus énergie cinétique. Donc, dans notre cas, MGH plus 1 demi MV carré. Donc, 2 fois 9,8 fois 20 mètres plus 1 demi fois 2 fois 20 mètres par seconde au carré. Et on trouvait, ça ne tente pas de calculer, je vais faire confiance, 792 joules. Est-ce que cette partie-là, ça va? Je vais prendre ça pour un oui. Quelle sera la hauteur maximale atteinte? Là, il faut comprendre qu'au point le plus haut ici, nous, on s'est habitué à dire que la vitesse égale 0, mais ce n'est pas le cas dans ce cas-ci. La vitesse n'égale pas 0. La vitesse verticale, la vitesse en Y égale 0, mais il y a encore une vitesse en X de 10 mètres par seconde. C'est en haut complètement, que je vais appeler le point A. Au point A, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc, 792 joules est égal à l'énergie potentielle plus 1 demi fois 2, hein? Oui. Fois 2 fois la vitesse horizontale. La vitesse horizontale à ce moment-là de 10 mètres par seconde. Donc, 792. Ça, soit dit en passant, au carré, ça vaut 100 joules. 792 moins 100 joules est égal à l'énergie potentielle qui est égale à 2 fois 9,8 fois H. Et là, tu peux trouver que H est égal à 35,306 mètres. C'est bon? Oui. À 15 mètres du sol maintenant, ben là, tu peux déterminer que 792 est égal à MGH plus 1 demi MV carré. Donc, 792 est égal à 2 fois 9,8 fois 15 plus 1 demi MV. Je l'aime. 2V carré. Donc, 782 fois 9,8 fois 15, 294. 792 est égal à 294 plus 1 demi fois 2, on va s'entendre que c'est 1. V carré. Donc, 792 moins 294 racine carrée. Je trouve que V est égal à 22,316 mètres par seconde. Et quelle est la vitesse quand la pierre arrive au sol? Ben là, tu fais H est égal à 0. Donc, 792 est égal à 1 demi MV carré. Donc, la racine de 792. « 28,14. J'ai fait racine de 792 parce qu'encore une fois, ça vaut. Est-ce que ça va, Mademoiselle Butafa? Oui, c'est bon, mais est-ce que vous pouvez dézoomer pour que je prenne un Ah oui, screen? je peux vraiment tout faire avec ça, encore une fois. C'est vraiment fantastique. Attendez un peu. Je ne fais pas de screenshot tout de suite. Cascam. C'est bon. Merci. De rien. Monsieur Bélanger. Est-ce que vous pouvez faire le numéro 7 des exercices challenge pour les ressorts, s'il vous plaît? Vous êtes sur Didacti Big Time, hein? Hey, vous êtes timé, j'en ai parlé tantôt. OK. Donc, j'ai une skieuse
qui entreprend une descente d'une hauteur de 100 mètres à une vitesse de 2,5 mètres par seconde. La masse, c'est 55 kg. Au total, tout le trajet vaut 300 mètres. Et la force de frottement, c'est 20 newtons. Alors, ce que je vais faire, première étape, c'est trouver l'énergie mécanique en haut. Donc, MGH plus 1/2 MV carré. Donc, 55 fois 9,8 fois 100 plus 1/2 fois 55 fois 2,5 au carré. Ça va me prendre un certain temps, ça va pas long. Ensuite, c'est égal à 54 071,875 joules. Chose que je fais stocker. Sauf qu'elle perd de l'énergie pendant tout ce temps-là à raison de 20 newtons multiplié par la distance. Parce que le travail du frottement c'est égal à la force de frottement fois la distance. Donc, dans notre cas, 20 newtons fois 300 mètres. Donc, 6000 joules. Donc, rendu ici, elle va avoir perdu l'équivalent de 6000 joules. Combien d'énergie est-ce qu'il va lui rester? Il va lui rester à la fin, l'énergie mécanique à la fin, 54 071,875 moins 6000 joules. « 48 071,875. Oui, c'est ça. Et là, tu peux trouver sa hauteur. Parce que là, rendu là, elle n'a plus de vitesse. C'est que son énergie mécanique à la fin, dans ce cas-ci, c'est égal à son énergie potentielle, qui est égale à 48 071,875. C'est égal à MGH. Et donc, tu peux trouver que je vais le refaire au complet. Je vais essayer d'être professionnel pour une fois. Et donc, H, c'est égal à 89,187 mètres. Est-ce que ça va, M. Bélanger? Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ça comme ça? OK, Mademoiselle Bacco. Oui, j'ai deux questions. Première question, c'est si exemple, c'était quoi? C'était 6000 joules. Si exemple, Oui, ça faisait aller-retour, est-ce qu'il va falloir qu'on le mette deux fois dans oui, comme on le soustrait deux fois? oui. Ok, parfait. Puis ma deuxième question, c'est Mais ce serait vraiment surprenant qu'il fasse 300 mètres la deuxième fois aussi. ok, Tu sais, il va sûrement arrêter là. Tu sais, parce qu'il va monter jusque-là. Mais là, après ça, il va reperdre l'énergie. Il ne sera jamais capable de remonter plus haut. Après ça, là, 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 là. Tout de suite. ok, ouais, je comprends. Ok, donc ça veut dire que le problème en tant que tel, c'est juste pour savoir c'est à quelle hauteur elle va arrêter, c'est ça? Ouais, exact. Ah, ok. Parfait. Puis ma deuxième question, je ne sais pas si on l'a demandé, mais la formule EC plus EP égale ECF plus EPF plus delta ETH, je ne comprends pas la formule. Eux autres, EC, parce que je me suis dit que je me basais sur la formule sur la feuille de la FEP. Il y a des affaires que j'aime moins. Donc, EC plus EP est égal à. J'ai un blanc. Tobacco. Sauvez-moi. ECF
plus EPF plus delta ETH. Donc, l'énergie cinétique au départ plus l'énergie potentielle du départ est égale à l'énergie cinétique à la fin plus l'énergie potentielle à la fin plus l'énergie thermique que nous, on a souvent appelé le travail du frottement. OK. OK. Parce que je comprenais pas c'était quoi le TH puis le PF, C'est là, mais... thermique. OK, c'est bon. OK, c'est bon, merci. De rien. Alors, s'il y a d'autres questions, je vais les prendre. Sinon, je vais aller profiter du beau temps et de la demi-heure qui reste avant le couvre-feu chez nous pour aller prendre un thé sur la terrasse. Mais si vous avez d'autres questions, je vais répondre aux questions avant. Est-ce que ça serait possible pour vous de genre Monsieur Scralandry, ça a coupé, c'est terrible. J'ai entendu, est-ce que ce serait possible pour vous? Ah, ben ouais, c'était le fond de ma pensée. Ouais. Non, le travail évalué numéro 1 des ressorts. De le refaire? Ouais. C'est celui sur la table, celui-là? C'est une autre bonne question. Ça. Non, c'était pas celui sur la table. C'était... Non, je pense que c'était celui avec c'est-tu la canne à pêche, je pense? Quelque chose comme ça? Je pense. Ah oui, c'est la canne à pêche. C'est que dans le fond, tu avais un fil qui normalement faisait, disons, 20 mètres, mais qui était étiré de 10%, mettons. C'est que là, il faisait 22 mètres. Ouais. Ouais, l'étirement, c'est vrai. C'est bon, c'est que tu avais la constante de rappel. Tu étais donc capable d'aller connaître l'énergie potentielle de rappel en faisant 1/2 kx carré. Yep. Puis tu étais capable de connaître l'énergie cinétique du poisson en faisant 1/2 mv carré parce que tu avais la vitesse du poisson. Ouais. OK. Quand le poisson il sort de l'eau, et M. Morin pourra commenter, quand le poisson il sort de l'eau, ça c'est un ballon, c'est pas un poisson. Quoi que la différence n'est pas gigantesque, à part la nageoire, là. Son œil. Normalement, il sera encore accroché après le fil. Quand il sort de l'eau, il n'y a plus de tension dans le fil. Dans le fil, c'est que toute l'énergie potentielle s'est transformée en énergie cinétique. Tu connais donc ce que tu avais dans l'eau, ici, qui était la somme des deux. C'est tout transformé en énergie cinétique. C'est que là, tu pouvais aller trouver l'énergie potentielle en haut était la même. C'est que MGH. Ça va-tu? OK, fait que là, je trouve mon énergie cinétique complète qui va être égale à l'énergie potentielle en haut du fil une fois qu'il va être parce que dans le fond, haut. ici, là, son énergie mécanique, c'est égal à l'énergie potentielle de rappel plus l'énergie cinétique. Ouais. Et là, ici, il n'y a plus d'énergie potentielle de rappel. Et il n'y a plus d'énergie cinétique. Ouais, ça fait du sens, ça. All right. Good? All right, c'est bon. Ouais, merci. Ouais, Puis, Monsieur ouais. Bouchaki. Monsieur, vous n'avez pas dit que vous allez nous redonner les travaux évalués lundi? Ouais, mais entre-temps, je me suis fait harceler pour faire une récup. Okay, je ne peux pas faire la récup et corriger en même temps. OK, puis on va-tu le recevoir ou non? Ouais, mais pas aujourd'hui. OK. Parce que je vais pas passer ma nuit à faire ça. Désolé, M. Bouchaki, franchement. Je suis désolé. Ouais, c'est correct. D'autres questions? Juste une petite question. C'est le numéro 136 du cahier blanc qui est pas bon, hein? Non, le 136, il est bon. C'est le 128. OK, mais je comprends pas le 136 alors. Ouais. Parce que ça me donne le double. Ouais, il y a un petit concept que vous ne connaissez pas pour réussir le 136.
et qui n'est pas à l'examen, mais je peux vous l'expliquer quand même, c'est le concept de centre de masse. Tu as un bloc comme ça. Dans les faits, si tu veux l'amener vertical, ce bloc-là, ce côté-là va bouger un petit peu, puis ce côté-là va bouger beaucoup. Ça va jusque-là? Ouais. C'est que dans la réalité, ce qui réellement, c'est le centre de masse. C'est ça qui bouge. C'est ça qu'on veut déplacer. Le Ah, ok. centre, Ça veut dire que c'est juste la moitié de la hauteur. ouais, la moitié de l'épaisseur, la Ah, moitié de la hauteur, c'est qu'au final, il se déplace de 1 mètre. Là, ok. j'ai sauté des étapes pour les autres qui ne l'avaient pas essayé. Là. Mais... Ok, ouais. Tu sais, c'est que dans les faits, mettons que tu as un objet là, qui est. Tu n'as pas grand-chose dans cette section-ci, mais tu as vraiment une grosse masse là. Si tu as besoin de le lever, tu es mieux de le lever comme ça que comme ça. On est d'accord? Ouais. Parce que ton centre de masse, ça, ce concept-là, tu le connais déjà, tu sais, dans les faits. Dans la vraie vie, tu le ferais de même. Mais c'est juste que tu ne connaissais pas le non-centre de masse puis le fait que ton centre de masse se déplace bien moins comme ça. Tu sais, parce que là, le centre de masse, dans les faits, il est sûrement pas au milieu. Là. Il est sûrement dans ce coin-ci. Ok, ouais. Ok. C'est bon? Ouais, merci. De rien. Bon, ben alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ma tisane m'attend. Je peux Y vous a-t-il retenir d'autres encore questions? 2 minutes. Allez-y, monsieur Scalandry. Alright. Fait que j'ai réalisé que le premier, je pense que j'avais quand même réussi à le faire. C'était le troisième qui m'avait perdu dans les travaux des C'est ressorts. les deux pentes, ça? Non, c'est celui qui tombe de la table. C'est la table. La table, ouais. Il est vraiment très semblable à l'autre qu'on a fait. Ben, c'est pas vraiment une table, c'est une surface, là, parce que ça pouvait donner vraiment des grosses réponses. C'est que tu as le ressort ici, tu as sa constante et sa compression, c'est que tu étais donc capable de trouver l'énergie potentielle de rappel. Ça va jusque-là? Yep. Ça s'est tout transformé en énergie cinétique. C'est bon? Oui. Oui. Vous êtes fait déranger, M. Scalandry, par hasard? Non, c'est le petit frère qui s'excite, là. Voulez-vous le mettre à l'appel? Je peux y dire, moi, avec ma voix. Je pense que ça va être beau. Je suis pas sûr que tout le monde a envie de l'entendre, mettons. OK. Comme vous avez la masse de la balle, vous êtes capable de savoir sa force de gravité. Ouais. Donc, en faisant mu fois la force de gravité, vous êtes capable de savoir sa force de frottement. Puis comme vous avez la force de frottement puis la distance ici, vous êtes capable de connaître le travail du frottement. Ouais. C'est que, mettons que tu arrivais à, c'est vraiment pas les bons chiffres, là. Mettons que tu arrivais à 100 joules d'énergie cinétique. Qu'est-ce que je fais? 100 joules. Puis le travail du frottement, tu trouvais quelque chose comme 64 joules. Mais ça veut dire qu'ici, il te restait 100 moins 64, 36 joules d'énergie cinétique. Ouais, logiquement, oui. Okay. Là, tu avais l'énergie cinétique finale. Fait que, mettons, 136 joules. Vois-tu à quel point je suis paresseux? C'est quoi l'énergie potentielle? Ben, c'est 100 joules l'énergie potentielle. Parce qu'il y avait déjà 36, puis à cause de l'énergie potentielle, il est rendu à 136 avec son énergie potentielle en haut, c'était 100 joules. Ah ouais, il y a... Merde. Non? Mais ouais. OK, Gabin. L'énergie mécanique ici, là, il faut qu'elle égale l'énergie mécanique, là. Ça va? Mais là, l'énergie mécanique, c'est quoi? C'est juste de l'énergie cinétique.
il n'y a pas d'énergie potentielle en bas. Là. C'est vrai. OK? Tandis qu'ici, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Ben, combien, et ça, il faut que ça donne 136. Combien vaut l'énergie potentielle? 100 joules. Ouais, puis après ça, je vais trouver la hauteur de la table. Ouais. Right. Ah! Faut juste faire un dessin. Alright. Alright, ça fait ça. Il était déjà fait, le dessin. Ah ouais, je sais, monsieur. OK. Souhaitez bonne nuit à votre frère. Par des dessins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hey! Hey, ben, bonne nuit, mini monsieur Escalandry. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je vous rappelle que tout ça est enregistré, soit dit en passant. Ça va vous donner des views. Ouais, ça va payer mon loyer. OK, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée s'il y a pas d'autres questions. Bye bye. Moi, j'ai une question avant. Ouais, je l'ai vu apparaître, M. Petrozzoli. Allez-y. L'énergie mécanique dans ce problème ici, elle reste le même partout, donc c'est juste les valeurs de... Ben, l'énergie mécanique reste la même entre le moment où elle quitte la table et le bas. Mais, dans la réalité, il y a eu de l'énergie qui a été perdue ici à cause du frottement. Mais s'il n'y aurait pas eu le frottement, ça serait... Ouais, exact. Puis j'ai vu qu'on néglige normalement l'air, c'est ça? Oui. OK. Merci. Parce que, pour de vrai, le frottement dans l'air, là, c'est vraiment compliqué. C'est de la mécanique des fluides, les intégrales double et triple. Vous n'aurez pas de plaisir à calculer ça. C'est comprenable. Merci. De rien. Bonne fin de journée, les autres. Bonne journée. Merci, monsieur. Bonne soirée. Merci, Bonne monsieur. Bonne soirée. soirée. Monsieur Saint-Hilaire. Est-ce que vous avez expliqué le numéro 130? Non, je pense pas. De mémoire, non. Ah, mais il n'y a pas de puissance à l'examen. Je peux le faire si vous le souhaitez. Il n'y a pas de puissance Ok. à l'examen. Ah ben, si c'est pas l'examen, c'est correct alors. OK. Merci. De rien. Monsieur Glamala. Vous avez dit que l'énergie cinétique, elle variait pas quand elle tombait d'une table, à part si on calculait Non, l'énergie mécanique. mécanique. Ok, Ouais, mais ouais. dans ce cas-là, on aurait fait comme le 139 et on aurait additionné l'énergie potentielle. Ouais. Ok, c'est bon. Merci, bonne journée, monsieur. De rien, bonne journée. Monsieur Saint-Hilaire, avez-vous encore une question? Vous avez oublié de baisser votre main? OK. Monsieur Cupidon, avez-vous une question? OK, ben je vais vous souhaiter une bonne soirée.